Bonjour Bénédicte Chéron. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, spécialiste des questions de défense. Vous publiez Le soldat méconnu, c'est chez Armand Collin, où vous commencez d'ailleurs par un paradoxe. Les Français ont une image très positive de leur armée. Les militaires et leur engagement sont très appréciés par les Français, mais en même temps, ça n'empêche pas un profond malaise dans l'armée. Pourquoi ? Eh bien parce que les militaires français ne se sentent pas toujours compris dans l'engagement qu'ils prennent. Ils ont l'impression que cet engagement qu'ils prennent volontairement, puisqu'on a une armée de professionnels, donc tous ceux qui portent l'uniforme l'ont voulu, l'ont souhaité, n'est pas complètement compris par leurs concitoyens. Il y a des enquêtes d'ailleurs qui ont été faites et qui montrent que les militaires ne se sentent pas complètement estimés, ont l'impression que leurs concitoyens ne comprennent pas toujours qu'ils ne sont pas juste là pour faire joli, qu'ils ne sont pas juste là pour rassurer, pour participer au défilé du 14 juillet, mais qu'ils prennent un engagement grave qui est d'accepter au nom de la nation, de porter les armes au nom de leurs concitoyens et de se confronter à la mort pour eux-mêmes, mais aussi de se confronter à la mort qu'ils donnent, aux dommages qu'ils acceptent de porter à un ennemi. Pas compris par les Français ou pas compris aussi par les politiques français ? Eh bien, un peu les deux, parce que les politiques sont toujours à l'image de la société d'où ils viennent. Et donc, évidemment, c'est sûr que cette incompréhension est la plus manifeste quand il y a une crise majeure entre les autorités politiques et le monde militaire, comme il y a pu en avoir à l'été 2017. Voilà, alors justement, il y a eu cette démission, on va dire démission forcée, du général de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées françaises en juillet 2017, vous le rappeliez, après un rappel d'Emmanuel Macron qui lui avait dit « je suis votre chef ». Rien à voir circulé, exécution. Et cette démission, elle a provoqué une onde de choc dans l'armée. Elle a provoqué une onde de choc, mais qui en fait n'était pas très surprenante quand on sait que depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, ce malaise entre le politique et le militaire, il couve. Alors il couve d'une manière sur laquelle il ne faut pas se méprendre. Aucun militaire n'a l'intention de désobéir à l'autorité politique. On n'a pas de généraux putschistes à l'heure actuelle dans les armées françaises. Mais il y a cette sensation de ne pas être compris et que les politiques eux-mêmes ne comprennent plus forcément ceux à qui ils donnent l'ordre de combattre et de faire la guerre. En fait, le général de Villiers, ce qu'il disait, c'est que je ne peux pas remplir, on ne va pas pouvoir remplir toutes les missions qu'on nous demande avec les moyens qu'on a. Alors, il y avait une incohérence budgétaire qui n'est pas nouvelle. Là encore, ça fait quelques années que ça couvait et on arrivait en quelque sorte au sommet de la crise et c'est probablement ce qui a déclenché cette démission. Mais vraiment, il y a eu la question du budget et puis la question même du règlement de la crise qui a montré que la parole militaire, qui même quand elle s'exprime dans le cadre qui est légalement prévu, qui en l'occurrence était celui d'une audition à huis clos à l'Assemblée nationale, donc dans des circonstances où un général a le devoir de dire un certain nombre de vérités aux élus de la nation, eh bien cette parole militaire, le politique n'est pas toujours prêt à l'entendre parce que finalement il a pris l'habitude d'avoir une armée silencieuse d'une part, et puis dont il peut user sans forcément que les débats soient mis sur la place publique. Alors après cette démission, il y a eu des promesses du gouvernement qui a promis des augmentations du budget militaire. Alors, donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a une loi de programmation militaire qui a été votée, qui effectivement marque un tournant, même si les retards accumulés font que cette loi de programmation militaire risque quand même de continuer à voir survenir des soucis de matériel et d'équipement, mais il y a un vrai tournant budgétaire. Il faut se rendre compte que ce tournant budgétaire, il est important parce que les moyens matériels, c'est en quelque sorte la reconnaissance primordiale qu'on donne à ces soldats, de leur dire au moins quand vous allez au combat que vous soyez équipés correctement. Mais ça ne règle pas tout parce qu'il faut aussi derrière qu'il y ait une reconnaissance qui est celle du sens qu'on donne à leur action, des paroles du politique vis-à-vis du militaire et de la nation tout entière. D'un point de vue matériel, justement, l'armée française a besoin de matériel renouvelé, elle a besoin de budget plus important. Et ça, de fait, je crois que les politiques en ont pris conscience. Il y a eu une très longue décennie depuis la professionnalisation où on a cru qu'on pouvait toucher les dividendes de la paix, comme on disait après la fin de la guerre froide, professionnaliser au point qu'on réduise l'étiage technique à des bases très très faibles. Les politiques, ça, ont pris conscience. Et d'ailleurs, la dernière campagne électorale, et c'est un des tournants intéressants à constater aussi après les attentats de l'année 2015, de constater qu'il y a eu un consensus budgétaire pendant la campagne électorale de 2017 sur cette nécessité de redonner des moyens. Justement, j'allais dire, les attentats de 2015 et de 2016, ils ont rapproché les Français de leur armée? Alors, ils ont rapproché incontestablement. Ils ont rapproché géographiquement d'abord parce qu'il y a eu un déploiement d'une opération massive sur le sol national qui est Sentinelle, mais dont la perception est très ambivalente parce que c'est une opération qui rassure, mais qui en même temps n'est pas complètement dans la vocation première des armées puisqu'on a des militaires
militaire, dont le déploiement pour Sentinelle a aussi une fin psychologique, de rassurer la population. Donc il y a eu cette opération qui a rapproché géographiquement les militaires de leurs concitoyens. Les Français ont aussi mieux compris certaines opérations extérieures dont l'objectif est de répondre très directement à la menace du terrorisme djihadiste, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Mais on constate aussi que tous les effets de 2015, dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, d'enquêtes sociologiques même menées de manière plus profonde, en fait s'étiolent assez rapidement. Vous dites par exemple dans le livre qu'après 2015, 80% des Français étaient favorables à la réintroduction du service militaire obligatoire. Oui, et puis on se rend compte 2 ans plus tard que finalement, 2-3 ans plus tard, on retombe sur un étiage qui était celui d'avant 2015, qui était que 60% des Français pensent qu'il faudrait un service national, mais que la coloration kaki de ce service national, finalement, n'est pas forcément leur priorité. Alors justement, à propos de service national, Emmanuel Macron a promis un service national universel. Pour vous, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec le service militaire. Tout dépend quelle est la finalité qu'on assigne à ce service. Et de fait, ça fait partie d'ailleurs du malentendu entre les politiques et les militaires. C'est que dans une société qui se sent en crise, de multiples crises, d'intégration, d'éducation, de cohésion sociale, les armées apparaissent un peu comme un roc de stabilité. Et donc, les politiques ont un peu tendance à se tourner vers les armées pour régler des crises qui ne sont pas en fait des crises d'ordre militaire, dont les réponses ne sont pas forcément des réponses militaires. Et le service national universel... Par exemple, pour ressouder les Français, on va créer ce service. Créons un service national universel, confions-le aux militaires, ils vont savoir faire. Simplement, si ce service national n'a pas de vocation militaire, c'est-à-dire si les jeunes qui sont appelés sous les drapeaux n'ont pas vocation à apprendre à porter les armes pour leur pays, il y a une incohérence à se dire qu'on confie ce travail-là aux militaires. Donc ce sera plutôt un service civique. Alors, a priori, on s'oriente vers une forme effectivement civique ou civile de service, sans que pour l'instant les objectifs soient bien définis. Et très très courte. 2 fois 2 semaines, si on s'en tient aux dernières annonces. On peut dire que la fin du service militaire, justement, je crois qu'il était effectif en 2001, ça a marqué une coupure, ça a coupé le lien entre l'armée et la nation française. Alors ça a coupé le lien, mais on a beaucoup pas accentuer cette coupure. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte qu'au moment où on décide de suspendre le service national obligatoire, en 1997, et effectivement c'est effectif en 2001, ce service national a déjà perdu beaucoup de ses effets, parce qu'on a peu de garçons, en fait, on estime qu'il y a environ 1 garçon sur 2 qui ne faisait pas vraiment un service militaire, stricto sensu. Les voies du service national s'étaient beaucoup diversifiées. Donc finalement, ce service national servait en partie le lien entre l'armée et la nation, mais de manière très atténuée et très faible. Et les appelés n'étaient plus opérationnels. Et de fait, les appelés n'ont plus combattu à partir de la fin de la guerre d'Algérie, à partir de 1962. Qu'est-ce que ça Sauf pour les volontaires. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en 2018 ? Est-ce que ça a encore du sens de mourir pour la France ? C'est une vraie question qu'il faut que les Français se posent, surtout au moment où on leur demande de mettre davantage de moyens dans leurs armées, parce que c'est les impôts qui mettent ces moyens. On se rend compte, on s'est rendu compte qu'après avoir espéré qu'on pouvait vivre dans un monde en paix, où on n'avait pas d'ennemis à nos frontières, où donc finalement cette question des armées pouvait être une question secondaire, cette question elle est redevenue centrale au fil des années 2000, de l'engagement en Afghanistan, et puis des années 2010, de l'engagement au Mali. Donc voilà, en fait c'est vraiment une question de choix collectif. Si on estime qu'il y a des menaces auxquelles il faut répondre militairement, alors il faut comprendre quelles sont les réponses militaires qu'on y apporte. Vous venez de parler des opérations au Mali, il y en a d'autres, en Irak, en Syrie, en Centrafrique, vous avez parlé du Sahel. Globalement, on peut dire que les Français... ils approuvent ce qu'on appelle ces OPEX, ces opérations extérieures de l'armée. Ces Français les approuvent dans les enquêtes d'opinion, on le voit, on a des chiffres qui sont plutôt assez élevés, même depuis 2015, on a 60 à 85% des Français qui soutiennent en fonction des opérations, ces opérations. La difficulté, c'est que d'abord, ce n'est pas parce que les Français les soutiennent qu'ils pensent qu'elles sont efficaces. Et ça, il y a toujours un écart. Donc, en fait, on se rend compte que les Français soutiennent ces opérations parce qu'aussi, ils aiment leurs militaires. Donc, ils n'ont pas envie de dire à leurs militaires, on ne vous soutient pas dans l'action que vous êtes en train de mener. Ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont convaincus du bien fondé de ces opérations et de leurs objectifs et de leur efficacité. La deuxième chose, c'est qu'il y a une acceptabilité des opérations qui tient assez bien tant qu'il n'y a pas trop de soldats morts au cours d'une opération. Donc le sacrifice n'est pas trop lourd. Voilà. Et en fait, par exemple, l'engagement en Afghanistan, l'opinion publique a basculé au cours des 10 ans à peu près d'engagement français en Afghanistan et a basculé notamment à partir du moment où il y a eu 10 morts, où il y a eu plus de morts à partir de 2008. Alors vous écrivez aussi dans le livre que la fonction militaire s'est banalisée, notamment avec l'introduction d'une forme de syndicalisme. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est pas une forme de syndicalisme, c'est qu'en fait... C'est pas vraiment du syndicalisme, non, c'est pour ça que j'ai dit une forme. Oui, au moment de la professionnalisation, au début des années 2000, donc, en fait, il y a eu
tout un état d'esprit ambiant, hein, dans les milieux militaires aussi, où on s'est beaucoup dit que pour continuer à recruter, il fallait séduire, et pour séduire, il fallait que les armées apparaissent comme un employeur comme les autres. On a eu des journaux télévisés, hein, où les présentateurs se disaient, mais est-ce que les soldats, puisqu'ils sont volontaires, vont obéir aussi bien que n'obéissaient les appelés? Et donc, il y a eu cette banalisation de la fonction militaire, où on a oublié en fait qu'un militaire n'est pas tout à fait un fonctionnaire comme les autres, précisément parce qu'il se confronte à cette question de la mort qu'il donne et de la mort qu'il peut recevoir. Et parmi les questions qui se sont posées, il y a eu celle de la syndicalisation. Alors de fait, il n'y a pas de syndicat dans les armées, mais il y a eu des avis, hein, qui ont été donnés notamment par des instances de l'Union européenne, pour qu'il y ait des formes d'associations représentatives qui existent maintenant, mais qui contribuent parfois à brouiller effectivement le sens de la fonction militaire au sein de la nation. Alors dans le livre, vous évoquez encore beaucoup de rapports entre les Français et leur armée, par exemple aussi la presse, et vous dites que les rapports entre l'armée et les médias ont changé. L'armée, par exemple, elle emmène des journalistes avec elle, ce qu'on appelle des opérations embedded en opération. L'armée a besoin de communiquer, de montrer jusqu'à un certain point, en tout cas, ce qu'elle fait? Alors, l'armée communique, elle a toujours communiqué. Hein. Donc, il y a un mythe de la Grande Muette qui à une époque, aurait été totalement silencieuse et qui, aujourd'hui, le serait moins. Parce que, de fait... Mais là, on est plus proche du terrain, dès 14-18, effectivement, l'armée... Enfin, la communication militaire n'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'avec la professionnalisation, la communication est devenue un des lieux de rencontre principal entre les Français et leurs concitoyens militaires. Parce que, finalement, c'est l'image qui est construite des armées passe... principalement par la communication et par les médias. Dernière question, à la fin du livre, vous dites qu'il faut restaurer le sens de l'action militaire dans la société. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il faut collectivement se demander si on comprend vraiment ce que veut dire déléguer le service de la nation par les armes à une armée professionnelle. Est-ce qu'on accepte? Comment est-ce qu'on l'accepte? Et on ne peut pas ignorer ce que vivent ces soldats et le tenir à distance, parfois par confort, parfois parce qu'on trouve que c'est effectivement plus agréable de ne pas le savoir, mais il y a vraiment une question collective qui se pose là. Merci beaucoup, Bénédicte Chéron. Je renvoie à votre livre, donc Le soldat méconnu, les Français et leur armée, état des lieux. C'est aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup.